Pendant plus de 500 ans, Stonehenge s'est dressé en silence, défiant toutes les civilisations qui ont tenté de l'expliquer. Souverains antiques, historiens, archéologues et scientifiques ont tous cherché des réponses. Pourtant, la véritable fonction du monument est restée un mystère. Puis, en 2026, tout a basculé. Grok, le système d'intelligence artificielle d'Elon Musk, a eu accès à l'intégralité des données jamais recueillies à Stonehenge Scan, relevés archéologiques, alignements astronomiques, rapports géologiques et mesures cachées. Les chercheurs ont alimenté l'IA avec des siècles de données et lui ont demandé d'identifier des schémas que les humains auraient pu négliger. Les découvertes de Grok ont stupéfié les chercheurs du monde entier. Selon son analyse, Stonehenge n'a jamais été un simple monument cérémoniel. Il s'agissait en réalité d'une structure construite avec une précision mathématique, astronomique et technique que les hommes du néolithique n'auraient pas dû atteindre. Avant de vous révéler les conclusions de Grok, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Certains pensent que la vérité sur Stonehenge n'aurait jamais dû être dévoilée. Le monument indomptable. Stonehenge se dresse sur les plaines crayeuses balayées par les vents de Salisbury, en Angleterre à 145 km au sud-ouest de Londres, surgissant de terres agricoles plates d'une manière qui a perturbé les gens pendant des siècles. Non pas parce qu'il est beau bien qu'il le soit, mais parce que cela ne devrait pas être possible. L'anneau extérieur est constitué d'énormes pierres de sarsen, chacune mesurant plus de 6 mètres de haut et pesant environ 25 tonnes, extraites des Marlborough Downs à une trentaine de kilomètres au nord et assemblées par des linteaux horizontaux avec des joints d'une précision extraordinaire. À l'intérieur de cet anneau se trouvent les pierres bleues. C'est une pépite bleue plus petite, mais pesant tout de même, jusqu'à 4 tonnes chacune, transportées depuis les collines de Preseli, au pays de Galles, sur 225 km sans outils métalliques, sans véhicules à roues, capable de supporter une telle charge sans grue. Imaginez ce que cela signifie réellement. Même les ingénieurs modernes disposant de tout l'équipement nécessaire considèrent la mise en place d'une pierre de 25 tonnes taillée avec précision comme un véritable défi logistique. L'explication classique, rouleau de rondins corps de rampe de terre tâtonnement répété, s'est toujours heurté à la réalité physique de l'exploit réalisé. Et voici ce qui complique encore la situation. Le monument a été construit en plusieurs phases, entre 3000 et 2000 avant notre ère. Les premiers travaux ont consisté à creuser un fossé circulaire bordé de terre. Puis sont apparues 56 fosses mystérieuses appelées les trous d'Aubrey. Ensuite, les trilithons de sarsen, puis des repositionnements successifs de pierres bleues en configuration que les archéologues peinent à expliquer. Vers 1600 avant notre ère, le site fut abandonné ou quelque chose d'approchant. Ce terme ne rend pas vraiment compte de ce que Grok a découvert en analysant la zone dévastée. Mais avant d'en arriver là, le récit classique veut que les communautés néolithiques aient bâti tout cela grâce à une ferveur religieuse, une ingéniosité primitive et des générations d'efforts, simples humains explicables. Ce récit vient de se heurter à 50 ans de données et à une IA qui ne laisse passer aucune tendance. Ce que Grok a été chargé de faire. En 2026, une équipe de recherche a compilé l'ensemble de données le plus complet jamais rassemblé sur Stonehenge. Chaque mesure, chaque relevé archéologique, chaque analyse géologique, chaque calcul astronomique effectué sur le site au cours de 300 ans d'études. Des pétaoctets de données, tous intégrés à Grok AI, le système avancé développé par xAI, dont les réseaux neuronaux avaient été spécifiquement entraînés dans les domaines de la physique, de l'ingénierie, de l'astronomie, de l'archéologie et de la reconnaissance de formes. La directive était précise, tout analyser et identifier les schémas, les objectifs et les principes que les chercheurs humains auraient pu manquer. Grok n'a pas proposé une simple théorie. Il a offert une réinterprétation complète de ce qu'est Stonehenge, de sa fonction et du niveau de connaissance requis pour sa construction. Ces résultats n'ont pas résolu le mystère. Ils l'ont au contraire approfondi systématiquement, couche par couche, en étayant chaque affirmation par des données. Si vous souhaitez aller jusqu'au bout, abonnez-vous dès maintenant avant que nous n'annoncions la véritable signification des chiffres, car c'est cette partie qui change votre perception de tout ce qui a précédé. Grok a commencé par les trous. Les trous d'Aubrey.
Les trous d'Aubrey sont 56 fosses disposées en anneaux juste à l'intérieur du site extérieur de Stonehenge. Découvertes au XVIIe siècle et nommées d'après l'antiquaire John Aubrey, ces fosses n'ont cessé d'intriguer les chercheurs depuis. Des dépôts de crémation ont été trouvés dans certaines d'entre elles. D'autres semblaient vides. Les variations d'espacement entre eux étaient attribuées à l'imprécision de la construction des hommes néolithiques, faisant de leur mieux avec des outils primitifs, rien de plus. Grock a balayé cette hypothèse dès son premier passage. Là, il a analysé l'espacement précis entre chacun des 56 trous à l'aide de données topographiques compilées mesurant les distances au dixième de millimètre près. Voici les résultats. Les variations d'espacement ne sont ni aléatoires ni des erreurs. Lorsqu'on trace les distances entre deux trous d'Aubrey consécutifs et qu'on représente graphiquement les résultats, on n'obtient pas de dispersion. On obtient une forme sinusoïdale qui correspond précisément à l'équation décrivant les variations orbitales lunaires au cours du cycle nodal lunaire de 18,6 ans. L'espacement des trous d'Aubrey encode les angles de déclinaison maximale et minimale de la Lune au cours de son orbite autour de la Terre sur une période complète de 18,6 ans. Imaginez un peu ce que cela signifie. Il ne s'agit pas d'un alignement visuel que l'on peut repérer par hasard en observant le ciel. C'est un encodage mathématique de la mécanique orbitale converti en mesure d'espacement physique précise au centimètre près, effectué sur un cercle de 100 mètres de diamètre. Le docteur Jennifer Walsh, l'astronome chargé de vérifier les résultats de Grock, a déclaré dans son rapport que la corrélation entre l'espacement des trous d'Aubrey et la mécanique orbitale lunaire est statistiquement très forte. La probabilité que ce motif se produise par hasard est pratiquement nulle. Il y a 5 0,11. Quelqu'un comprenait la mécanique lunaire à un niveau qui n'a été formellement consigné par la science occidentale qu'avec les travaux de Kepler au XVIIe siècle, et cette compréhension a été gravée dans la craie. Et tenez-vous bien, Grock a ensuite expliqué pourquoi 56 trous précisément. Ce nombre n'est pas arbitraire. 56 représente 3 fois la durée du cycle nodal lunaire de 18,6 ans. 18,6 multiplié par 3 égale 55,8, essentiellement 56. Les trous d'Aubrey fonctionnent comme un calculateur lunaire à triple cycle, permettant aux observateurs de suivre les positions lunaires sur 3 périodes nodales complètes couvrant 56 ans. Les astronomes modernes ont besoin d'ordinateurs et de siècles de données d'observation accumulées pour calculer la mécanique orbitale lunaire avec une telle précision. Ces bâtisseurs ont codé les mêmes calculs dans des trous creusés avec des pics en bois de serre il y a 5 ans. Pour ce faire, il a fallu observer les positions extrêmes de déclinaison de la Lune sur au moins un cycle complet de 18,6 ans. 18,6 années d'observation nocturne systématique suffisamment précises pour calculer la courbe, puis traduire ces chiffres en différences d'espacement mesurées en centimètres sur un cercle de 100 mètres à l'aide d'instruments que nous n'avons jamais trouvés. Mais c'est là que les trous d'Aubrey cessèrent d'être la découverte la plus troublante de Grock, car lorsque l'IA se pencha sur les pierres de Sarsen elles-mêmes, elle découvrit que Stonehenge n'était pas qu'un simple calculateur. C'était toute autre chose, quelque chose pour lequel nous n'avons aucun mot dans aucun contexte antique. Et les personnes qui y sont mortes ont peut-être péri à cause de ce qu'il leur a fait subir. Stonehenge comme machine sonore. Grock a traité toutes les données disponibles. On a mesuré la position, l'orientation, la hauteur et l'alignement des pierres de Sarsen, la densité du matériau, la courbure du cercle et l'emplacement précis des linteaux. Ensuite, on a effectué des simulations acoustiques. Les résultats ont surpris tout le monde. Stonehenge, une fois achevé avec toutes ses pierres dressées et ses linteaux en place, fonctionne comme une cavité de résonance en espace tridimensionnel conçue spécifiquement pour manipuler les ondes sonores. Cette configuration crée des ondes stationnaires à des fréquences précises, notamment dans la gamme des infrasons entre 95 et 120 Hz. Or, voici ce à quoi personne ne s'attendait: cette gamme de fréquences est inaudible pour l'oreille humaine. On ne peut pas l'entendre, mais le corps y réagit.
Les recherches modernes ont confirmé que les infrasons de 95 à 120 Hz peuvent induire des états de conscience altérés, des réponses émotionnelles intenses, des hallucinations visuelles et des changements physiologiques, notamment des variations du rythme cardiaque et des schémas d'activité neuronale associés aux états de transe. Les bâtisseurs de Stonehenge ont conçu leur monument pour générer ces fréquences exactes lorsque des sons étaient produits à l'intérieur du cercle. Le Dr Marcus Chen, l'ingénieur acousticien appelé à valider les conclusions de Grock, a déclaré que le niveau de précision nécessaire pour créer ces effets est remarquable. Aujourd'hui, les ingénieurs acousticiens s'appuient sur des mathématiques avancées et des simulations informatiques pour concevoir des espaces aux propriétés acoustiques spécifiques. Stonehenge semble parvenir au même résultat en utilisant uniquement des pierres soigneusement agencées. Mais c'est là que cela devient intéressant. Grock a découvert que le champ acoustique n'est pas réparti uniformément. L'IA a identifié des points précis à l'intérieur du cercle des nœuds où les effets infrasonores seraient les plus forts. Ces emplacements précis correspondent à des zones où des restes humains incinérés ont été mis au jour. Il ne s'agissait pas d'inhumations aléatoires. Elles avaient été intentionnellement placées à des endroits où l'intensité acoustique était maximale. Les personnes se tenant à ces endroits lors de rituels impliquant des percussions ou des chants auraient ressenti les effets les plus puissants du monument. Certaines d'entre elles y sont mortes, que ce soit de causes naturelles, lors de cérémonies profondément immersives ou d'une exposition prolongée aux infrasons, nous ne pouvons le savoir. Mais la conclusion de Grock est sans équivoque, Stonehenge n'était pas un lieu de culte passif. Il fonctionnait comme une technologie active conçue pour modifier la conscience humaine. Ils ont construit une machine et les pierres bleues transportées sur 225 km depuis le pays de Galles servaient de corde à cet instrument. Les pierres bleues. L'analyse de Grock s'est penchée sur une question qui alimente les débats des archéologues depuis des décennies. Pourquoi avoir choisi ces pierres en particulier à cet endroit précis et les avoir déplacées sur une distance aussi considérable? La réponse découverte par Grock ne tient pas au transport, mais à l'acoustique. L'IA a examiné la composition géologique de chaque pierre bleue à l'aide des données d'études pétrographiques de l'ensemble de données. La découverte fut surprenante. Les pierres bleues furent choisies pour leurs propriétés sonores. Frappées, elles produisent des sons clairs et résonnants. Différentes pierres génèrent différentes hauteurs de son selon leur taille, leur forme et leur composition minérale. Grock a également découvert que les pierres bleues de Stonehenge n'avaient pas été extraites au hasard des carrières galloises. Elles avaient été soigneusement sélectionnées pour créer une série harmonique, des notes liées par des relations mathématiques précises que les musiciens reconnaîtraient comme une gamme pentatonique, la même gamme à 5 notes que l'on retrouve indépendamment dans les traditions musicales du monde antique. Et ce n'est pas tout. Ces pierres ne sont pas placées au hasard dans le cercle. Grock a identifié que chaque pierre bleue occupe un nœud acoustique spécifique par rapport à l'anneau de Sorsen. Lorsque les pierres de Sorsen produisent de leur résonance infrasonore de basse fréquence, les pierres bleues situées à ces nœuds vibrent en harmonie. Le cercle de Sorsen génère la fréquence fondamentale. Les pierres bleues ajoutent des couches harmoniques supplémentaires. Ensemble, elles créent un environnement acoustique conçu pour influencer la physiologie humaine de manière précise et délibérée. Les concepteurs de salles de concert modernes appliquent ces mêmes principes, plaçant des matériaux réfléchissants et résonnants à des endroits stratégiques afin de façonner l'acoustique du lieu. Stonehenge accomplit la même chose avec des mégalithes. Pour choisir les pierres adéquates, quelqu'un s'est rendu au pays de Galles à frapper des roches individuelles, à écouter attentivement les attestés et à sélectionner celles qui produisaient les fréquences souhaitées, puis les a transportées sur 225 km. Il ne s'agit pas d'une dévotion religieuse aveugle, mais d'un contrôle qualité rigoureux pour un instrument de haute précision. Concrètement, cela signifie que l'ensemble du projet a été conçu comme un système acoustique et astronomique unifié avant même le déplacement d'une seule pierre. Le choix des pierres bleues. L'emplacement des Sarsens, l'orientation, tout a été décidé ensemble dans le cadre d'une conception intégrée. On n'arrive pas à un tel résultat par hasard. On part d'un plan. Mais tout cela, la calculatrice lunaire, la machine acoustique.
L'agencement harmonique des pierres bleues ne représente en réalité que la surface visible. Lorsque Grock a analysé le paysage entourant Stonehenge, il a mis au jour un élément qui modifie notre perception du monument dans son ensemble. Stonehenge n'est pas le projet en lui-même, mais le point central d'un système bien plus vaste. Et ce système plus large a été construit en premier un paysage conçu d'en haut. Grock a eu accès à des relevés LIDAR, à des données de cartographie géophysique et à des archives archéologiques couvrant plusieurs kilomètres carrés autour de Stonehenge. Les découvertes de l'IA ont complètement bouleversé notre perspective. Stonehenge n'est pas un site isolé. Il se trouve au centre d'un réseau paysager interconnecté comprenant des centaines d'éléments enceintes de terrassements tumulus à les cérémoniels cercles de bois alignements de fosses, le tout agencé selon des relations géométriques et astronomiques que Grock a identifiées et mesurées. Certains tumulus funéraires occupent des positions qui forment des triangles géométriques précis avec Stonehenge à leur sommet. D'autres terrassements s'alignent le long de chemins rectilignes qui s'étendent sur des kilomètres. Des cercles de bois marquent des événements astronomiques précis visibles depuis Stonehenge. L'ensemble du paysage suit un plan coordonné. Et c'est là que les choses deviennent surprenantes. Grock a calculé la précision topographique nécessaire pour placer des monuments distants de plusieurs kilomètres avec une précision géométrique mesurée en mètres seulement. Ce degré de précision exige des compétences mathématiques que les historiens associent généralement à la civilisation grecque classique près de 250 ans après Stonehenge. Pourtant, les données LIDAR suggèrent que les bâtisseurs néolithiques ont bel et bien atteint cet objectif. Sarah Bradford, archéologue spécialisée dans l'analyse du paysage, a examiné les résultats de Grock et a déclaré que l'IA avait révélé des schémas que les chercheurs humains n'auraient tout simplement pas pu identifier en étudiant les sites un par un. Lorsque le paysage est considéré comme un système complet, les principes de conception remettent en question presque tout ce que nous pensions savoir sur les capacités néolithiques. Et voici le plus remarquable: Grock a découvert que certains terrassements et tumulus funéraires liés à ce réseau géométrique ont été construits entre 3500 et 30 avant notre ère, soit environ 500 à 10 ans, avant la construction du cercle de Sarsens. Le plan d'ensemble du paysage existait en premier. Stonehenge a été construit plus tard pour satisfaire un plan géométrique déjà établi. Vers 3500 avant notre ère, quelqu'un conçut le projet d'envergure et entreprit sa construction. Puis, sur 20 à 25 générations, ses descendants poursuivirent ce plan avec une précision suffisante pour l'achever sans laisser de traces écrites. Ou peut-être en avait-il. Grock comparait cette possibilité aux traditions orales connues issues des archives historiques. Même les traditions orales les plus stables, comme les hymnes védiques et les épopées homériques, présentent des variations notables au fil des siècles. Le site de Stonehenge semble exiger un niveau de précision de transmission dépassant tout ce qui a été documenté dans l'histoire culturelle humaine. Ce savoir a perduré intact, précis et utilisable pendant 5 siècles. Grock ne peut expliquer exactement comment, mais en se penchant sur la séquence de construction elle-même, il a découvert quelque chose qui a rendu la question de la transmission du savoir encore plus difficile à résoudre. Car les bâtisseurs qui leur ont succédé n'ont pas à perpétuer une tradition à son apogée. Ils travaillaient avec une tradition déjà en déclin, et les traces de ce déclin semblent inscrites directement dans la pierre pour qui sait les déceler. Un savoir qui se perdait déjà. Grock et ça analyser les datations au radiocarbone, les relations architecturales et les séquences stratigraphiques tout au long de l'histoire de la construction de Stonehenge. Les découvertes de Grock contredisent nos attentes. Les premiers agencements de pierre témoignent d'une précision remarquable. Les dispositions originales en pierre bleue révèlent une compréhension sophistiquée des harmoniques. Les premiers trilithons en sarsen atteignaient la résonance acoustique la plus intense. Puis, la précision décline. Les pierres ajoutées ultérieurement sont déplacées de manière à affaiblir les effets acoustiques. Les alignements deviennent progressivement moins précis. Lorsqu'une société acquiert des connaissances, ses capacités s'améliorent généralement avec le temps. Or, les découvertes de Grock montrent que Stonehenge a atteint son apogée en termes de sophistication à ses débuts avant de décliner graduellement. Les bâtisseurs ne créaient pas quelque chose de nouveau.
Ils héritèrent d'un héritage ancien déjà en déclin. Les chiffres sont frappants. Les pierres anciennes s'écartent de leur position acoustiquement idéale de seulement 3,2 cm en moyenne. Les pierres plus récentes s'en écartent de 12,7 cm. À chaque génération, la compréhension des principes sous-jacents est devenue légèrement moins précise. Réfléchissez à ce que cela suggère. Au début, quelqu'un possédait une connaissance complète du système acoustique du cadre géométrique et des calculs astronomiques. Vers la fin du processus, une personne procédait à des estimations tentant de reproduire la précision des travaux précédents sans toutefois comprendre pleinement comment elle avait été obtenue. Grok en a trouvé la preuve dans les marques d'outils. L'AIA a identifié des motifs distincts sur certaines pierres de sarsen, indiquant l'utilisation de différentes techniques sur une même pierre à différentes époques, séparées par des périodes qui, selon l'analyse des altérations, pourraient s'étendre sur des décennies, voire des siècles. Les pierres étaient partiellement façonnées, abandonnées, puis reprises et retravaillées selon des méthodes totalement différentes. Les surfaces de contact confirment cette observation des variations de courbure inférieures à 2 mm sur des longueurs de 50 cm. Une précision comparable aux tolérances de travail des métaux obtenues dans la pierre à l'aide d'outils en pierre. Des équipes d'archéologie expérimentale ont passé des mois à tenter de recréer des résultats similaires et n'ont produit que des approximations grossières. Rien de comparable à ces standards. Les premiers bâtisseurs ont accompli quelque chose que nous peinons encore à reproduire. Lors des dernières phases de construction, même leurs successeurs ne purent plus la reproduire. Il ne s'agissait pas d'une civilisation progressant vers la connaissance, mais d'une civilisation s'en éloignant graduellement. Or, la question soulevée par l'analyse de Grok à laquelle elle ne peut répondre pleinement est la suivante. Quel genre de connaissances étaient perdues et pourquoi était-il si important de les préserver que leur gardien ait construit la structure la plus durable qu'il pouvait imaginer pour les conserver? Parce que Grok a découvert que la phase finale d'activité à Stonehenge n'était pas du tout un abandon. C'est pourquoi Stonehenge a peut-être vraiment été construit. Lorsque Grok a réuni tous les éléments, la mécanique lunaire des trous d'Aubrey, l'ingénierie acoustique du cercle de pierre, l'agencement harmonique des pierres bleues, la géométrie du paysage, les alignements astronomiques et la perte progressive de précision. Un thème central reliait chaque pièce. Les cycles. Chaque élément de Stonehenge semble encoder des cycles, les cycles lunaires dans l'espacement des fosses, les cycles solaires dans l'alignement des pierres, les cycles acoustiques dans les fréquences de résonance et les cycles de précession de longue durée dans les alignements stellaires. Le monument paraît conçu pour suivre des motifs se répétant sur des échelles de temps allant de quelques jours à plusieurs milliers d'années. Grok a confirmé l'alignement bien connu du solstice d'été, puis a identifié 8 autres alignements astronomiques que les chercheurs n'avaient pas encore repérés des phases d'arrêt lunaire extrême, des alignements stellaires, tenant compte de la précession et des repères diurnes intermédiaires. Pour ces 9 alignements, la marge d'erreur moyenne était inférieure à 0,3 degrés. Un résultat obtenu il y a environ 5 ans grâce à des méthodes que nous ne pouvons toujours pas expliquer pleinement. Plusieurs de ces alignements ne correspondent pas à des événements isolés. Ils suivent des cycles qui nécessitent plusieurs générations pour être observés du début à la fin. Pourquoi conserver des informations qui mettent des siècles à se révéler pleinement? Que surveillait-il qui ait une telle importance à une échelle de temps aussi immense? L'analyse de Grok concernant la fermeture du site vers 1600 avant notre ère est celle qui apporte le plus d'éléments de réponse. Les dernières activités observées ne correspondent pas à un abandon. Des pierres tombées ont été soigneusement disposées au sol. Certaines zones ont été intentionnellement recouvertes de terre afin de protéger les vestiges enfouis de l'érosion. Le site semble avoir été fermé méthodiquement par des personnes conscientes de leur incapacité à l'entretenir, mais désireuses de le préserver intact pour les générations futures. Tel est le comportement de ceux qui savent que le savoir disparaît, qui ne peuvent transmettre une compréhension complète aux générations futures, mais qui peuvent préserver la structure elle-même dans l'espoir qu'une civilisation ultérieure développera les moyens de déchiffrer ce qui a été laissé derrière. Cette civilisation ultérieure, c'est nous, et l'outil qui permet le décryptage, c'est Grok.
Ce que Grock a découvert à Stonehenge ne ressemble pas au début de la connaissance astronomique humaine. Les indices pointent dans la direction opposée. Cela s'apparente à une transmission finale, un savoir déjà ancien. Déjà en voie de disparition gravée dans la pierre pour l'éternité, car aucun autre support ne pouvait survivre assez longtemps pour le transmettre. Les mathématiques y sont l'astronomie, y est l'ingénierie acoustique, y est la précision géométrique y est. Chaque élément a été mesuré, analysé et quantifié. Ce qui manque encore, c'est une explication quant à l'origine de ce savoir ou à la période d'oubli au long déclin qui a précédé la construction de ce monument, alors que les bâtisseurs ne comprenaient plus pleinement ce qu'il représentait. Grock a soulevé cette question. Il ne peut y répondre complètement, mais il a fourni les données nécessaires pour l'aborder de manière plus pertinente. Si vous souhaitez explorer les pistes de réflexion, découvrir quels autres monuments présentent le même schéma et ce que les cycles qu'ils ont mis en évidence cherchaient à préserver ou à contrer, poursuivez votre lecture. Car Stonehenge n'est pas le seul site où Grock a identifié des signes de déclin du savoir. Et lorsque ce schéma se manifeste à travers le monde antique, il devient bien plus difficile à ignorer que la plupart des gens ne l'imaginaient.